Écoutez, merci à vous, merci pour votre accueil et merci d'être là encore. En effet, ce soir, moi je ne pouvais pas venir plus tôt puisque je rentrais de campagne en Dordogne. Je faisais campagne en Dordogne ce matin. Je vous propose un petit propos introductif en 4 points pour dresser un petit peu les idées, les perspectives sur le sujet avant de me livrer à vos questions. 4 points qui sont le terrorisme, la sécurité, la justice et, enfin, le 4e, la place de la victime dans la justice de notre pays, dont je voudrais qu'on parle un petit peu dans cette campagne. Sur la question du terrorisme, on est face à une situation inédite, en fait, et on est face à un niveau d'agression et un sentiment de menace qu'on n'avait pas ressenti depuis des années et des décennies. La situation est inédite dans plusieurs dimensions, et notamment dans le fait que les auteurs des tueries qui nous ont conduits jusqu'à un bilan aujourd'hui de 250 morts, ces auteurs sont français, nés en France, et en même temps, ils nous haïssent, et ils haïssent la République. Le fléau doit être pris à la racine. Et c'est pourquoi je voudrais commencer mon propos par tout le travail à faire en amont de la question de la réponse pénale, par exemple, au terrorisme. Le terrorisme, il prospère sur un terreau qui est celui de la radicalité politico-religieuse. Elle est aujourd'hui prêchée, enseignée, diffusée par des prédicateurs qui prônent la supériorité des lois religieuses sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République. Ils veulent la ségrégation identitaire et communautaire à l'envers de l'état de droit et à l'envers de toute notre tradition. Ces prédicateurs aujourd'hui créent et animent des salles de prière, des associations, ils dirigent des lieux de culte, ils prodiguent des enseignements, ils sont responsables du contenu éditorial de sites internet. Et ils portent des discours qui sont de nature à déclencher une radicalisation identitaire qui prédispose soit à la lutte contre les droits constitutionnels, soit à l'action violente et terroriste. Je ne dis pas que ça mène forcément à l'action violente et terroriste, mais la lutte contre les droits constitutionnels me semble être un sujet qui ne peut pas nous laisser indifférents non plus. J'ai défendu, le 13 octobre, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour pénaliser les prêches politico-religieux, c'est-à-dire, d'abord, offrir une base légale solide à la condamnation des prédicateurs d'idéologie politico-religieuse, à l'interdiction de certains livres, à la fermeture de lieux de culte, une base qui aujourd'hui manque pour partie, ce qui amène les autorités à chercher des bases connexes, comme par exemple la législation sur les établissements recevant du public dans un certain nombre de cas. L'idée, c'est de permettre à l'action judiciaire d'intervenir en amont du processus de radicalisation, plus en amont qu'aujourd'hui, sans attenter à la liberté des individus. Et là, je fais référence à certaines idées qui ont pu courir par ailleurs dans le débat. L'intervention que je propose s'effectuant strictement dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines. En fait, il s'agit de sortir de la dialectique pour la lutte contre le terrorisme ou pour l'état de droit, en disant pour la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'état de droit, mais en renforçant l'état de droit. Voilà pour la lutte à la racine. Dans la lutte à la racine toujours, un peu plus loin peut-être de la racine, mais encore, il y a une dimension que nous devons traiter, qui est celle de l'emprisonnement. Je suis membre à l'Assemblée nationale de la Commission des lois. Je trouve assez désespérante les difficultés que nous avons à avancer sur ce sujet au regard des différents rapports, missions d'inspection, auditions auxquelles nous avons accès à la Commission des lois. Il y a quelques mois, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté reconnaissait, avec quelques nuances, mais elle reconnaissait la part de responsabilité des autorités dans l'échec de la lutte contre le terrorisme et plus particulièrement dans l'échec de la lutte contre la radicalisation en prison. Et en effet, depuis 2012, tous les terroristes qui ont frappé ou tenté de frapper la France, presque tous,
ont un point commun qui est un passé carcéral. Il y a plusieurs mesures urgentes. D'abord, il y a la construction des 20 000 places de prison. On est heureux que le garde des Sceaux soit rendu à l'évidence ces derniers temps, mais quel curieux parcours que celui de ce quinquennat où on a commencé par renoncer au projet de construction avant finalement de se rendre à l'évidence. La deuxième, c'est le renseignement en prison, puisque c'est là que se nouent des amitiés funestes. La troisième, un sujet dont on parle moins, puisqu'on parle beaucoup des deux premiers, je ne m'y attarde pas. La troisième, c'est la généralisation du travail en prison. Travail qui a plusieurs intérêts. D'abord en termes de coût. Le coût d'un prisonnier, c'est quand même une centaine d'euros par jour, 36 000 euros à l'année. Ça permet aussi d'accroître l'indemnisation des victimes, sujet qui n'est pas sans importance, j'y reviendrai à la fin de mon propos. Ça permet enfin de responsabiliser le délinquant, pour qui la détention, quand elle est synonyme d'oisiveté, peut ne pas porter, disons, tous ces effets et toutes les espérances que la société est en droit de placer dans le dispositif. Mais surtout, c'est un moyen de contrecarrer la prise en charge des détenus par des réseaux extrémistes dans les prisons. Des réseaux extrémistes qui leur financent la vie quotidienne en échange de leur adhésion au groupe. Phénomène qui a été observé dans beaucoup de nos prisons avec une grande constance et contre lequel on a le plus grand mal à lutter. Voilà pour l'amont. Et enfin, malheureusement, certains passent aux actes et il y a à dire sur la réponse pénale. Aujourd'hui, la réponse pénale est insuffisante. Je suis mobilisée là-dessus l'hiver dernier. On a eu quelques débats. Je suis sûre qu'on les poursuivra tout à l'heure. Moi, je pense et je continue à penser qu'il n'est pas imaginable que quelqu'un comme Salah Abdeslam puisse sortir de prison. Alors, il y a plusieurs solutions, parce qu'évidemment, on m'oppose la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a plusieurs solutions. Il y a une solution qui consiste à étendre le dispositif de rétention de sûreté, l'étendre aux actes terroristes, probablement d'ailleurs, dans ce cas-là aussi, l'étendre en termes de délai, c'est-à-dire passer de 1 an à 5 ans, la période au bout de laquelle on réévalue le dispositif, et puis peut-être aussi étendre le délai dans lequel le détenu peut demander à ce qu'il soit mis fin à la mesure. Je reste persuadée qu'il y a une autre voie, une voie qui a été validée par la CEDH elle-même, là-dessus une jurisprudence, qui consiste à considérer que puisque nous avons le droit de grâce, il y a toujours une possibilité une espérance en quelque sorte, et donc la prison à perpétuité dans ce contexte ne peut pas être assimilée à un traitement inhumain et dégradant. C'est une décision qui a été rendue par ailleurs et pour un autre État, qui doit pouvoir nous être appliquée aussi. Et oui, la perpétuité réelle, au sens où l'entend le public, dans ces conditions, peut être mise en œuvre. Moi, en tout cas, je le crois. Un mot sur l'institution judiciaire maintenant. Jean-Jacques Urvoas disait en avril dernier, je le cite, « La justice est à bout de souffle, sinistrée et en situation d'urgence absolue. » On ne peut que partager ce constat. 60 € par Français et par an consacrés à la justice. Le double en Allemagne, le triple en Suisse. C'est évidemment pas acceptable. Et d'ailleurs, c'est un problème général de la part de notre richesse nationale que nous attribuons aux régaliens quand on regarde, on additionne police, justice, armée, et qu'on regarde combien c'était au début des années 90 en pourcentage du PIB. On était de mémoire à 4,5%, aujourd'hui on doit être à 3%. En fait, c'est une co-responsabilité des gouvernements de droite et de gauche qui ont laissé finalement baisser la garde sur les questions de sécurité, justice, armée, là où les dépenses sociales augmentaient dans le même moment fortement. Et ça nous met dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut accepter que certains crimes soient correctionnalisés par manque de magistrats ? Comment est-ce qu'on peut tolérer que des délinquants qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre, parfois au péril de leur vie, dans les conditions qu'on sait, soient peu ou pas condamnés par manque de place ? La crise morale qu'on vit en ce moment dans certains milieux, et je pense notamment à ce qui se passe dans la police, elle provient également de cette situation. Alors il y a plusieurs solutions, il y a les modes alternatifs de règlement des litiges pour désengorger
les tribunaux, comme ça existe par exemple au Canada. Il y a, je finis. Il y a, alors, vous me mettez la pression. Je voulais vous parler de la suppression des crédits de réduction des peines automatiques, mais vous me mettez, eh oui, bon, alors je suis pour la suppression des crédits de réduction automatiques. Mais je voulais, pour finir, alors dans ce cas-là, je cours à la fin, pour finir, vous parler des victimes. Je vous disais que c'était une particularité de mon propos et mon dernier point. Je pense que la transparence pour la victime est aujourd'hui une des conditions pour retrouver la confiance dans l'institution judiciaire. Il y a un défaut d'information, d'accompagnement, de compréhension et in fine même de transparence vis-à-vis des victimes. En l'état actuel du droit, une victime qui jugerait inadéquate la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises, elle ne peut pas faire appel. Le droit d'appel est limité au procureur de la République. Donc elle a le droit seulement d'interjeter appel sur les intérêts civils. C'est en fait, je trouve, presque humiliant. C'est comme si l'argent seul existait pour elle, alors qu'à l'instar de n'importe quel justiciable, la victime, elle vient demander justice. Je crois que cette conception du procès pénal, je finis, est archaïque, qu'elle place l'accusation et la défense dans une sorte de duel judiciaire dont la victime se sent exclue, alors même que la victime peut déclencher l'action publique. Je pense que c'est illogique et je crois que pour prendre en compte les attentes et la souffrance de la victime, il faut mettre en place un droit d'appel pour mettre fin à la situation de faiblesse dans laquelle celle-ci se trouve aujourd'hui dans le procès pénal. J'avais trop à dire, mais je suis sûre que je trouverai le moyen de prolonger dans les questions. Je vous remercie. Exactement. Merci infiniment.